France Inter. Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, Anna Göldi, une sorcière au temps des Lumières. « 13 juin 1782. L'excitation est à son comble à Glaris, une petite ville en apparence tranquille de la Suisse alémanique, enchâssée par de hautes montagnes. Une foule nombreuse et bruyante s'est amassée sur la Grand Place, où a été dressé un échafaud. Personne ne veut manquer le spectacle. L'exécution d'Anna Göldi, une domestique condamnée à mort pour avoir empoisonné une petite fille et pactisé avec le diable. La pauvre femme, le corps déjà meurtri par de longues tortures, est décapitée et ses restes enfouis sans pitié sous l'échafaud, loin de toute terre consacrée. Anna Göldi, qui avait le malheur d'être célibataire et de venir d'un autre village, fait partie de la longue cohorte d'hommes et surtout de femmes qui, dans l'histoire, ont été condamnés à mort pour sorcellerie. Souvent des femmes seules, sans enfants, vieilles, marginales, parfois rebelles, toutes les victimes expiatoires de la folie irrationnelle et meurtrière qui a embrasé l'Europe à la fin du Moyen-Âge et qu'en ce siècle dit des Lumières, on croyait avoir définitivement éteinte. C'est donc l'histoire d'Anna Göldi que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Michel Porret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Genève, spécialiste du siècle des Lumières et de l'histoire du droit pénal. Et vous avez consacré plusieurs livres et articles à la chasse aux sorcières, notamment dans le numéro de février de la revue L'Histoire. Excellente revue. Alors c'est la question du droit, peut-être, qui vous a amené à vous intéresser au procès en sorcellerie ? Oui, évidemment, par l'entrée du pénal, on a une très belle fenêtre d'observation sur cette crise de la sorcellerie qui a frappé très fortement toute l'Europe, avec à son moment d'apogée particulièrement, entre 1580 et 1640, puisque ni les États absolutistes, comme la France, ni les États républicains, comme Genève ou comme une partie de l'espace helvétique, n'échappent à cette contagion de la répression. Donc c'est véritablement un processus universel qui unit les formes de souveraineté politique qui sont antagonistes sur d'autres objets et qui unit aussi, dans une sorte de même ressort de la répression, les pays protestants et les pays catholiques. À quel moment ça a commencé et pourquoi ? Alors l'origine est toujours compliquée. Marc Bloch disait qu'il ne faut pas rechercher l'origine parce qu'on ne la trouve jamais, mais qu'on peut repartir depuis les premières attestations, essayer de remonter vers une antériorité. En tout cas, on peut dire qu'à partir du début du XVIe siècle, avec la montée en puissance des États absolutistes, avec la reprise en main des consciences, avec aussi la montée collective extrêmement forte d'une peur qui est construite par les élites. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle hérésie, qui serait l'hérésie satanique ? Eh bien, petit à petit se mettent en place des mécanismes qui sont des mécanismes extrêmement complexes parce qu'ils sont à la fois sociaux et ils sont à la fois mentaux. On vit au moment de l'apogée de la chasse aux sorcières, entre 1580 et 1640 à peu près, on vit véritablement dans une culture de la peur qui est attisée par toute une série d'ingrédients qui va se répercuter sur des femmes et des hommes aussi, qui sont des individus qui dans la société occupent des positions sociales un tout petit peu précarisées. C'est la peur de maladies inexplicables, c'est la peur de la disette, c'est la peur de mort aussi subite qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est la peur face à une mortalité infantile qui est très élevée. Donc on est vraiment dans un climat de malheur biologique et qui permet de donner un sens à cette figure qui existerait, qui serait parmi nous, qui serait une femme ou un homme, s'étant rendu au sabbat. Le sabbat a été construit par les démonologues à partir du marteau des sorcières notamment. Le marteau des sorcières, c'est un texte, c'est un traité de démonologie, c'est ça qui a été écrit à la fin du XVe siècle. Le marteau des sorcières, effectivement, est le premier grand traité de démonologie imprimé qui va répandre en Europe, dans la tête des élites, la peur de cette hérésie satanique qui a une institution très particulière qu'on appelle le sabbat et dans lequel, à des moments propices, des femmes et des hommes se rendent pour faire allégeance à l'ennemi du genre humain.
ayant fait allégeance à l'ennemi du genre humain, une allégeance à la fois morale et charnelle, eh bien, ces suppôts du diable reviennent dans la communauté pour effectivement plonger cette communauté dans les affres du mal. Oui, on a l'impression qu'il y a une espèce de rencontre entre une folie populaire et une folie plus lettrée, aussi plus judiciarisée, qui se rencontrent et qui mettent en point des règlements extrêmement précis. Par exemple, ces traités de démonologie, c'est étonnant cette rencontre de l'irrationnel et du rationnel. Le mot folie, évidemment, est discutable, parce que c'est une société sur laquelle il est difficile de projeter nos propres formes de rationalité. Il y a une peur, et cette peur a pris cette forme particulière, c'est-à-dire qu'il y a des agents du mal, c'est la peur du mal qui est là, et qu'il faut la rationaliser parce qu'il faut la judiciariser d'une certaine manière. Entre 1580 et 1640, il y aurait eu entre 100 et 110 000 procès criminels qui incriminent des femmes ou des hommes accusés de sorcellerie. Ce sont essentiellement, à part de rares exceptions, des procès de justice séculière. Oui, c'est ça qui est étonnant. C'est quand même des procès qui sont des procès menés par des laïcs. Oui, parce que très souvent, dans ces dénonciations de procès de sorcellerie, il y a toute une série d'éléments qui viennent s'agréger. Que ce soit des éléments liés à l'empoisonnement, que ce soit des éléments liés à la violence interpersonnelle, que ce soit des éléments liés à des formes de sexualité qui ne sont pas compatibles avec les normes morales de la société moderne. Donc il y a une sorte d'agrégat comme ça, de contentieux hétéroclites et qui mettent en marche effectivement des dénonciations et la répression. Est-ce qu'il existe une géographie de la chasse aux sorcières ? On a dit que les Alpes pouvaient être une région riche en procès et exécutions de sorcellerie. C'est justement le cas de l'affaire d'Anna Göldi. Pour quelle raison ? Alors, les communautés rurales, il y a plusieurs explications qui peuvent essayer de donner un sens, mais ça reste, on ne peut pas tout expliquer, sont peut-être dans un processus d'intégration extrêmement forte dans les territoires de plus en plus centralisés, absolutistes en France, et qu'il y aurait dans les procès de sorcellerie une sorte de remise au pas de communautés rurales, je dirais, un peu dissipées. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est un élément de nature culturelle. La culture des élites urbaines va être beaucoup plus rapidement hostile à cette idée qu'il y a la possibilité que parmi nous, des femmes et des hommes intercèdent pour le mal. C'est vraiment une intercession. Et qu'on voit très bien qu'à la fois, avec des cultures juridiques différentes, avec des cultures scientifiques différentes, eh bien, les élites des villes vont commencer de freiner très systématiquement la répression. Michel Porret, je propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Anna Göldi, une sorcière au temps des Lumières, un texte de Camille Azaïs, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. L'histoire est racontée du point de vue d'un peintre, Johann Walser, un personnage imaginaire. La réalisation est signée Christophe Auquet. La beauté. Partout, on ne parle que de la beauté. Je cherche la vérité, moi. Pas la beauté. La vérité humaine. Les peintures d'aujourd'hui sont ridicules, avec leur canon de beauté grecque. Ça m'ennuie, c'est triste. Ça dégouline de bien-pensance. Non, la beauté est dans le sublime, dans le terrible, dans l'inconnu, là où se révèle la vraie nature des hommes. Mes contemporains se moquent des rêves. Ils pensent que ce n'est qu'une mécanique du corps, un besoin physique. Mais je sais bien, moi, qu'ils sont réveillés la nuit par des cauchemars pires que les miens. Je leur en ferai voir des monstres terrifiants, des abîmes profonds, des gouffres remplis de flammes. Février 1782, dans la petite ville suisse alémanique de Glaris. Le peintre Johann Caspar Walser, originaire de la ville, est de retour pour quelques jours. Il est venu s'y reposer loin de l'agitation de Londres, où il s'est installé depuis une dizaine d'années. Glaris est une petite ville située au creux d'une profonde vallée et qui prospère grâce à l'industrie textile. À Glaris, il faut se défendre contre le froid. Les maisons sont lourdes, massives, avec de hauts pignons de pierre blanchis à la chaux et percés de multiples petites fenêtres. C'est aussi la ville la moins ensoleillée de Suisse. Et en ce mois de février,
l'ombre du terrible Glernich, qui culmine à presque 3000 mètres, avale la ville et ses habitants plus de 20 heures par jour. Walser, tu travailles? Steiner, tu m'as fait peur. Alors, il paraît que tu es à Glaris depuis 3 jours? Non, 2 seulement. Excuse-moi, je n'ai pas encore eu le temps de venir te dire bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne t'aille pas vu ici. Trop longtemps, oui, je sais. Je suis très occupé à Londres. Et il paraît que tu as un certain succès. Que tu deviens un peintre à la mode. Oui, un peu, oui, ça vient. Peu à peu. Tiens, regarde. Je suis en train de faire une nouvelle toile. Ah, très intéressant. Je vais l'appeler Le Cauchemar. Et cette femme-là, c'est elle qui fait un mauvais rêve? Oui. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est un gnome. Et ça, une tête de cheval qui sort du rideau? Oui, c'est ça. Étonnant. Bon, écoute, si ça ne te plaît pas... Mais pas du tout, pas du tout. Je suis tout ce que tu fais de très près, tu sais. Quand les nouvelles arrivent jusqu'à nous. Bref. Assez parlé de mon travail. Si on allait plutôt boire un verre. C'est ce que je voulais te proposer. Allons-y. Comme beaucoup d'artistes de l'époque, Johann Caspar Walser est parti en Angleterre en quête de liberté. Nous sommes dans les dernières années de l'ancienne fédération suisse, une mosaïque de territoires aux multiples statuts divisés par les querelles entre catholiques et protestants. Officiellement, la Suisse est une république. Cependant, à Glaris comme ailleurs, le pouvoir est accaparé par un petit nombre de familles bourgeoises repliées sur elles-mêmes et hostiles aux étrangers. Pour ceux qui n'appartiennent pas à cette caste, faire entendre sa voix est impossible. Depuis plusieurs semaines, Glaris est en émoi à cause d'une étrange affaire qui met en jeu un des personnages les plus importants de la ville, le docteur Tschudi. Walser l'ignore encore, mais cette histoire va devenir pour lui une véritable obsession. Et toi, Steiner, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Je m'ennuie un peu. J'ai envie d'être parti. Tu t'ennuies? Dans cette nature sublime? C'est de pire en pire ici, tu sais. Les gens sont effroyablement stupides. Je croyais que l'humanité progressait. Justement, tu parles des philosophes. Tu penses bien, tout ça n'est pas arrivé jusqu'à nous. Ici, tout le monde est superstitieux, borné. D'un autre côté, vous êtes protégé des ravages de la civilisation. Mais tu te moques de moi. Mais s'il suffisait d'habiter au bord d'un ruisseau pour être dans l'état de nature, ça se saurait. Non, c'est vraiment terrible. Je dois me battre pour enseigner les sciences à mes élèves. Et d'ailleurs, ce n'est pas contre toi, mais bon, je trouve que les artistes devraient essayer d'éduquer les pauvres gens. Pour revenir sur ton cauchemar, ce que je ne comprends pas, tu vois, c'est que toi qui as lu Rousseau et Voltaire, tu peignes ces choses ridicules. Des gnomes, des succubes. Ah oui, mais moi j'aime le fantastique. Je hais la vision mécanique du monde d'aujourd'hui et leur fameuse lumière. Quand tout est éclairé, où est le sacré? Hein? Où est le drame? Mais ce sont des croyances moyenâgeuses. Eh ben, le Moyen-Âge me passionne. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça, c'est les curieux. Ils sont là pour voir la sorcière. La sorcière? Mais tu ne connais pas l'histoire de la sorcière? La bonne des Tschudi? Tout le monde en parle. Tschudi, le docteur Tschudi? C'est ça. Sa fille est ensorcelée, elle crache des épingles rouillées. Tiens, regarde, ils ont mis des affiches partout. Là. Le louable canton de Glaris, de confession évangélique, offre une récompense de 100 couronnes à quiconque trouvera et amènera à la justice Anna Göldi, dont les signalements figurent ci-dessous. Principalement recherché pour avoir commis un acte monstrueux en utilisant en secret et de manière quasi incompréhensible une foule d'aiguilles et autres objets contre une innocente enfant de 8 ans. Voilà, ça c'est formidable. Et c'est un instituteur qui l'a dénoncé pour empocher la récompense. C'est effroyable. Mais tu t'en vas? Excuse-moi pour notre verre, je dois y aller tout de suite. Je connais bien les Tschudi, je vais leur faire une petite visite. Mais Walser, tu n'as pas honte? Une sorcière à Glaris. Alors ça, c'est une occasion en or. 3 jours ici et je tombe déjà sur une sorcière. Je l'ai toujours dit, cette vallée est effrayante. On y rencontre de tout. Quoi qu'en pense Steiner, je ne suis pas du genre à croire aux histoires de sorcières, mais il y a quand même certaines choses qu'on n'explique pas. Il faut que j'en sache plus pour mon prochain tableau sur les sorcières de Macbeth. À quoi ressemble-t-elle? A-t-elle un balai? Le nez crochu? Est-elle mi-femme, mi-homme, comme chez Shakespeare? Je veux connaître le moindre détail. Depuis le mois d'octobre 1781, la deuxième fille du docteur Johann Jakob Tschudi, Anna Maria, dite Anna Migeli, souffre d'une étrange maladie. On la croit ensorcelée.
Et de manière unanime, tout le monde désigne l'ancienne domestique de la maison, Anna Göldi, comme la responsable. Renvoyée par ses employeurs en octobre, Anna Göldi s'est enfuie dans la montagne. Et ce n'est qu'hier qu'on l'a retrouvée et ramenée à Glaris pour la jeter en prison. Depuis le début de la maladie de sa fille, Elsbeth Tschudi reçoit tous les jours la visite des notables de Glaris. On se bouscule dans la petite chambre pour apporter son réconfort à la famille. Mais surtout, on attend avec impatience la prochaine crise de l'enfant. Un véritable spectacle de foire. Madame Tschudi note avec application dans un petit carnet le nombre d'objets métalliques rouillés et pointus crachés par la petite. À ce jour, le compte s'élève à plus d'une centaine d'épingles, de clous tordus et de morceaux de fil de fer. Chère Elsbeth. Monsieur Walser. Tous mes vœux. C'est gentil d'être venu. Alors, comment va la petite? Dites-moi, que s'est-il passé? Tout a commencé en octobre. Une nuit, Anna Migueli s'est réveillée en criant. Elle pleurait, elle était paralysée, elle disait « J'ai vu quelqu'un ». Elle était vraiment terrorisée. Depuis, elle ne s'en est pas remise. Parfois, ça va mieux, mais sa jambe gauche est restée toute contractée, raccourcie. Elle ne peut plus la plier du tout, ça lui fait très mal. Et votre mari, quel est son diagnostic? Il a essayé tout ce qu'il pouvait, c'était pire. Il lui a donné des purgatifs qui l'ont fait hurler de douleur. Nous avons même fait venir un guérisseur de Zurich, mais il n'a rien pu faire. Il dit que c'est bien un ensorcellement. Ça ne peut être que l'œuvre du diable, avec la complicité de cette sorcière. Anna Göldi, la domestique? Vous pensez que c'est elle? Il faudrait que je vous raconte. Si vous saviez les supplices qu'endure ma fille depuis 5 mois, à cause de cette femme. Pauvre petite. De mes 5 enfants, c'est celle qui a déjà le plus souffert. C'est une enfant très sensible, très nerveuse. Oh, Anna Maria. Oh mon Dieu, ma chérie. Allez chercher Johan. Avec des cris de douleur, Anna Migueli se dresse sur le lit en une sorte de convulsion violente. Elle se met à tousser, puis crache des glaires et du sang, ainsi qu'une épingle tordue. Madame Tschudi reçoit l'objet sur un grand mouchoir blanc et le fait voir à l'assistance. L'enfant retombe alors évanoui sur le lit. La colère et l'indignation montent parmi les témoins. Tout le monde maudit Anna Göldi et réclame sa punition. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Cet enfant est possédé. Elle est déformée, tordue. On dirait qu'une main invisible la broie et lui fait cracher ses entrailles. Et nous y assistons, impuissants. Sa mère est aux abois. Elle est elle-même déjà à moitié folle. Je la comprends, la pauvre femme. Quelle vision d'enfer. Et tout le monde qui se met à prier Dieu. Je tiens mon prochain tableau. Allez-y, chère Elsbeth. Racontez-moi tout. Anna Göldi est arrivée dans notre service il y a 1 an et demi. En septembre, exactement. Une femme de 40 ans passée déjà. J'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. Il nous fallait quelqu'un. Et puis, elle avait de très bonnes références. Les enfants l'aimaient plutôt bien. Bon, c'est vrai, ils peuvent être agités parfois. La bonne précédente n'avait pas tenu le coup. Par malheur, Anna Migueli s'est particulièrement attachée à elle. Elles passaient beaucoup de temps ensemble. On pense que c'est comme ça que tout a commencé. Un jour, en octobre, elles se sont fâchées. Pour se venger, Anna lui a fait manger un Leckerli. Un biscuit? C'est ça qui l'aurait mise dans cet état? Apparemment, nous pensons qu'il était empoisonné. Mais d'où viendraient les épingles alors? Le docteur Marty, un confrère de mon mari, dit que le biscuit pouvait contenir le germe des épingles. Comment ça? Vous pensez qu'une épingle peut pousser comme ça? Oui, on pense qu'Anna a caché dans le Leckerli une espèce de graine, et cette graine a donné naissance aux épingles. Eh bien, eh bien. Je ne suis pas savante, mais je pense que c'est possible. Et mon mari aussi. De la même manière, si vous voulez, qu'un enfant en pousse dans le ventre de sa mère. Oh, ma chérie. Oh, allons. Chère Elsbeth. Très mystérieux. Le mal de cette petite est inexplicable. Cette histoire de clous qui pousserait dans le ventre de l'enfant est une absurdité. Mais c'est tout de même très intriguant. Est-ce que la bonne aurait pu mettre quelque chose dans le biscuit, comme elle le dit?
Reprenez. Je vous en prie. Au début, nous avons juste retrouvé des épingles dans le bol de lait de la petite. Chaque matin, une épingle. Pendant plusieurs jours. D'abord, on n'a pas fait attention. Et puis, un jour, ça a vraiment commencé à nous inquiéter. Anna Migueli, Heinrich, Suzy, allez, venez. Venez boire votre lait. Suzanne, assieds-toi. Heinrich, arrête d'envoyer ta sœur un peu. Asseyez-vous, allez. Voilà, tiens. Bois ça. Il fait très froid aujourd'hui, on pourra pas sortir. Oh non! Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu as? Une épingle. Encore? C'est toi qui l'as mis dedans. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Montre-moi. Non, vilaine. Maman dit que c'est toi qui mets les épingles. Maman, il y a Bon. encore une épingle dans mon lait. Anna Migueli. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une épingle. Encore? Anna, vous avez vu l'épingle? Bien sûr, madame, elle est là. C'est pas possible. D'où vient-elle? Je ne sais pas, madame. C'est vous qui l'avez mise, Anna. Moi, mais pourquoi je ferais ça? Et puis je n'ai pas d'épingle, où voulez-vous que je les prenne? Je vais la montrer au docteur Judy. Il faudra bien tirer ça au clair. Maman dit que tu es notre domestique et que tu dois nous obéir. Pourquoi tu fais ça? Vas-tu cesser, maudite peste? Je vais le dire. La fois suivante, je l'ai surveillée pendant qu'elle versait le lait. Pas d'épingle dans le lait, mais cette fois, dans la tranche de pain d'Anna Migueli. C'est là que Johan s'est mis en colère. Anna! Oui, monsieur. Et maintenant, dans le pain. Comment expliquez-vous cela? Mais je vous dis que ce n'est pas moi. Ces épingles alors, qui les a mises dans le lait, dans le pain d'Anna Migueli? Je ne sais pas, monsieur. À ce que je sache, les vaches ne font pas d'épingles. Il doit bien y avoir quelqu'un qui les met tous les matins dans sa tasse. Comment voulez-vous que je le sache puisque ce n'est pas moi? Ça ne peut être que le diable. Oh! Anna! Ne répondez pas comme ça. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Vous allez sortir d'ici. Vous êtes renvoyée, Anna. Sortez d'ici! Sortez de ma maison! Eh ben, rendez-moi mes affaires au moins! Pas une maison de sorcière ici. Quelques jours plus tard, Anna Migueli s'est réveillée au milieu de la nuit, en sueur, contractée, hurlante. Je suis restée plusieurs heures à son chevet avant qu'elle ne se calme. Comment va-t-elle? Elle vient de s'endormir. Enfin, Au moins, elle ne souffre plus. je ne comprends pas. Je ne connais pas ces symptômes. Je lui donnerai un purgatif demain. Comment a-t-elle bien pu avaler ces épingles? Vous vous posez encore la question? Mais quand même! Les épingles étaient dans sa tasse, mais elle ne les a pas avalées. Johan, ça fait déjà 3 épingles qu'elle crache. Il ne faut pas chercher d'explication scientifique. Je ne pense pas que ce soit Vous possible. l'avez entendu crier, oui ou non? Crier? Crier quoi? Anna! Elle montre sa chambre, elle dit « Pourquoi me fais-tu ça? Je ne t'ai rien fait !» Elle ne parle que d'elle. Elle est... possédée. Elsbeth, j'ai renvoyé cette sorcière. Que voulez-vous que je fasse de plus? Il faut aller voir le camérarius. Camérarius? Mais pourquoi faire? Pour la faire rechercher et punir. Un procès? Dans ma position? Vous êtes folle? Si vous ne faites rien, les gens vont parler. Ils vont dire que toute la maison a été ensorcelée. La petite. Et vous aussi, Johan. Ensuite, il y a eu de longues semaines pendant lesquelles il a fallu la faire rechercher partout. Elle avait déjà quitté le canton. Dieu merci, elle a été reconnue par un instituteur. Maintenant qu'on l'a attrapée, nous retrouvons un peu d'espoir. Vous pensez que ça va changer quelque chose pour la petite? Elle seule peut la guérir, puisque c'est elle la responsable. Il faut qu'elle lève le sortilège, ou quoi que ce soit. Qu'elle délivre ma fille. Si nécessaire, nous saurons bien la forcer. J'imagine qu'il va y avoir un procès. De toute façon, elle sera punie. Il faut punir ce genre de choses de manière exemplaire. On ne peut pas laisser passer ça. Une domestique qui se croit au-dessus de son rang, au-dessus des lois, qui n'a pas arrêté de changer de maison. Elle n'est pas d'ici. Elle est de Senwald. Et avec ça, toujours habillée avec de belles robes, les cheveux lâchés, la bouche rouge. Ce sont des gens dangereux. Pas seulement pour ma famille, pour tout le monde. Quand Walser sort de chez les Tchoudi, en cette fin de journée pluvieuse, il se sent curieusement déprimé. Des parois montagneuses abruptes qui enserrent la ville ruissellent un air froid et brumeux. Il traverse une rue boueuse, se réfugie sous une galerie faite de grosses pierres rustiques, puis pénètre dans la petite maison à colombage où se trouve son atelier. Walser reprend son tableau en cours et ne parvient pas à l'achever. Les mots d'Elsbeth Tchoudi le hantent.
il voit la bouche rouge, les yeux noirs d'Anna Goeldi planer au-dessus de lui, et machinalement, il entame une esquisse. L'esquisse se transforme bientôt en un portrait saisissant. Une femme se tient droite, sur un fond sombre, les mains attachées devant elle. Dans ses yeux brûle une étrange lueur. Me voilà revenu à la beauté. Je suis loin de Shakespeare et de ses femmes à barbe. Je suis troublé. Au lieu de l'horreur, je vois du désir, comme un appel. Anna, Anna, viens, reviens, tu es tout à moi. Est-ce qu'une enfant de 8 ans peut simuler une maladie aussi terrible? C'est comme si tout son corps était contracté sous l'effet d'une pulsion violente. Je la vois allongée, abandonnée, dominée par une force qui la dépasse. Anna, Anna, guéris-moi de mon mal. Tu es allé voir la petite? Oui. Et alors? Elle fait peine à voir, la pauvre. Elle a eu une de ces crises? Oui, très violente. J'étais bouleversé. Elle a craché une énorme épingle. Mais tu l'as vue vraiment de tes yeux? Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, pour être tout à fait précis, si je me souviens bien, j'étais en train de parler avec Elsbeth à ce moment-là. J'ai entendu un cri, puis j'ai vu l'objet. Quoi? Tu penses que c'est un coup monté? Ah, je ne sais pas, mais j'y suis allé moi aussi. J'ai trouvé ce grand mouchoir d'Elsbeth un peu trop présent. En tout cas, la petite ne fait pas semblant. Tu as vu sa jambe? Oui, c'est très mystérieux. Ah, il est nouveau ce tableau. Et dis donc ça me plaît. Vraiment? Là, tu as saisi le cœur du problème, il me semble. De quoi parles-tu? d'Anna Goeldi, de son pouvoir de séduction. Tu n'as pas entendu les rumeurs? Mais quelle rumeur? Tout le monde dit que Tchoudi a couché avec elle, qu'elle serait même enceinte. Ça l'embête beaucoup, évidemment. Il a dit que s'il n'était pas lavé de tout soupçon, il démissionnerait. Ah, tu vois, je ne le savais pas. Mais je l'avais sans doute pressenti. Steiner est un affreux rationaliste. Mais tout de même... Et s'il avait raison? Plus je tourne autour de cette histoire, et plus il me semble que tout se mélange. Pouvoir politique, séduction, jalousie, rumeur. Et au centre de tout, il y a cette femme, mystérieuse, dont tout le monde veut la mort. Une femme qui exerce un pouvoir sur les autres. Qu'est-ce qui la rend différente? Je ne sais même pas si c'est une belle femme. Il faudrait que j'arrive à la voir. Rien qu'une fois. Pour comprendre. Depuis le 21 février, Anna Goeldi est emprisonnée à Glaris. Elle ne sait pas encore bien ce qu'on lui reproche. Elle n'a pas eu vent de la maladie d'Anna Migeli. Ce qu'elle sait en revanche, et qui est resté un secret pendant des années par la suite, c'est qu'elle a elle-même déposé une plainte contre le docteur Tchoudi le jour de son renvoi. Elle s'est adressée au pasteur évangélique de Glaris, dit le Camerarius, la plus haute instance religieuse et morale du canton, et également juge. Or, le Camerarius n'a d'autre nom que Johann Jakob Tchoudi. Il est bien sûr de la même famille que ses anciens patrons. En portant plainte, Anna Goeldi, hélas, a dirigé contre elle la colère du clan Tchoudi, une famille très puissante. Pour Tchoudi, l'action intentée par Anna représente une menace vitale. S'il est avéré qu'il a trompé sa femme, il devra renoncer à tous ses titres, juge des 5, juge des 9, membre du gouvernement, membre du consistoire évangélique qui juge en particulier les affaires de mœurs et d'adultère. Anna était-elle effectivement enceinte? Quel était le contenu de cette plainte? L'histoire ne nous le dit pas. Quoi qu'il en soit, il est sûr que les rumeurs font peur au docteur Tchoudi. Il fait pression pour que le procès ait lieu au plus vite et qu'Anna soit condamnée. Eh oh! Y a quelqu'un? Je voudrais un peu d'eau! S'il vous plaît! Mais vous n'allez quand même pas me laisser mourir de soif! J'ai dit que Tchoudi ne m'avait pas touché! Il ne m'a pas touché! Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis innocente! J'ai rien fait avec cet homme! Hé, la sorcière! Tu peux arrêter de brailler? Y a quelqu'un? Je veux de l'eau! S'il vous plaît! Tiens, prends ça et arrête de crier, personne t'écoute. Pourquoi
Pourquoi on ne me laisse pas sortir? Je sais pas, tout ce que je peux te dire, c'est que le docteur Tchoudi te fait passer un message. Qu'est-ce qu'il veut? Ta fille est malade, elle crache des épingles toute la sainte journée. Il te demande de la guérir. Mais je ne peux pas la guérir. Je ne peux pas la guérir puisque ce n'est pas moi. Je n'ai pas mis ces épingles dans le nerf. Réfléchis-y, la roussette. Si tu la guéris, t'auras une rémission de peine, sinon je donne pas cher de ta peau. Imbécile! Je suis pas rousse! Je suis pas rousse! C'est injuste, restez! Restez, c'est bon, je vais réfléchir. Je suis pas stupide! Si je la guéris, vous allez dire que c'est moi la coupable! Et vous allez me brûler comme une sorcière! Je suis coincé! Je suis complètement coincé! Je suis coincé. Anna Guldi fait savoir le lendemain qu'elle accepte l'offre de Tchoudi. Elle essaiera de guérir l'enfant, dit-elle, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Plusieurs nuits de suite, dans le plus grand secret, d'étranges séances de guérison sont organisées par le pouvoir glaironné. La première a lieu le 11 mars 1782 à minuit à la mairie, en présence de la famille Tchoudi et des membres de la commission. Ceux-ci doivent se tenir à plusieurs mètres de l'enfant et d'Anna, dans une pièce plongée dans l'obscurité, éclairée par quelques lampes à huile. Anna. Oh, ma toute petite. Je savais pas que tu allais si mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Anna. Chut. Chut, ferme tes yeux. Ça te fait mal si je pose ma main ici sur ton petit pied, là? Non. Je vais juste caresser un peu ta jambe. Comme ça. Tu me dis si ça te fait mal. Jésus, notre Sauveur, viens-moi en aide. Tu crois en Dieu alors? Oui, bien sûr. Ça fait du bien, Anna. C'est bien. C'est bien. Chut, repose-toi. Dors, ma petite Kvagli. Seigneur Jésus, repoussez le mauvais esprit qui s'est emparé de cet enfant. Seigneur Jésus, aidez-la à repousser le mal. Il faut plusieurs séances de ce type, dont certaines dans la maison même des Tchoudi, sur les lieux du mal, pour en voir les premiers effets. Difficile au début, le rétablissement d'Anna Migueli est spectaculaire à partir du 15 mars. Dans un craquement, son pied retrouve soudain sa longueur et sa couleur normale. Le 18 mars, elle peut de nouveau marcher, courir et retrouve toute sa santé. Le 29 mars, la dernière épingle est évacuée par Anna Migueli par le siège. La nouvelle de ces séances de guérison miraculeuses ne tarde pas à se répandre en ville, bien qu'on ait tout tenté pour les garder secrètes. Ça fait maintenant presque 3 mois que je suis à Glaris. Je devrais rentrer à Londres, mais je n'arrive pas à partir. Je n'arrive pas à travailler non plus. Le portrait est toujours à l'atelier, je tourne autour, j'essaie de l'éviter. Steiner m'a fait douter. Je ne sais plus quoi penser. Ici, les gens sont enragés depuis l'histoire de la guérison. On ne parle plus que de ça. Les rumeurs d'adultère ont disparu, elles, comme par magie. On oublie vite. Est-il possible que le docteur ait tout arrangé? Est-ce qu'il aurait pu, lui, mettre les épingles dans le lait? Prévoir toute cette histoire depuis le début, pour la faire accuser? Ça me paraît diabolique. Je ne porte pas spécialement Tchoudi dans mon cœur, mais Elsbeth, elle avait l'air si sincère. Dans le reste de la Suisse et au-delà de ses frontières, l'affaire Anna Guldi commence à faire du bruit. Beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer cette petite ville arriérée qui pratique encore la magie noire. Face à la pression, les autorités glaironaises veulent accélérer le processus judiciaire. Anna Guldi a exonéré le docteur Tchoudi de toute accusation d'adultère. Pourtant, celui-ci maintient ses accusations contre elle. Le procès se poursuit et dès le 21 mars, Anna subit le premier interrogatoire. Madame,
Walzer. Docteur. Écoutez, j'ai une chose à vous demander. Vous êtes venu voir Elsbeth en février dernier, il me semble. En effet, oui. Elle m'a dit que vous aviez assisté à une des crises de la petite. Pouvez-vous témoigner dans le procès contre la sorcière? C'est-à-dire... Ça n'avance pas. Les auditions sous torture donnent des résultats contradictoires. Sa version et celle d'Anna Migueli ne correspondent pas. Je suis inquiet du temps que ça prend. Vous êtes respecté, et vous n'êtes pas de la ville. Votre témoignage aurait du poids. Je comprends. Ce que je vous demande est tout à fait confidentiel, bien entendu. Évidemment. C'est-à-dire que je ne suis peut-être pas le mieux placé. Je n'ai pas bien vu, vous voyez. Ça n'a aucune importance. Pour moi, si. Je préfère ne pas témoigner. Vous avez des doutes? Vous pensez que ma fille a fait semblant? Il faudrait être un monstre pour penser ça. Je suis persuadé qu'elle est sincère. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais je préfère rester en dehors de tout ça. Bien. Au plaisir, monsieur. Il paraît que vous peignez un nouveau tableau. Qui vous a dit ça? Je sais tout ce qui se passe à Clarisse. Oui, où voulez-vous en venir? J'ai entendu parler d'un portrait très ressemblant. C'est absurde. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Écoutez, Walzer, tenez votre rang. Faites de jolis tableaux. Mais si vous voulez peindre des sorcières, rentrez en Angleterre. Au revoir, monsieur. Cette femme est le diable. Nous avons toutes les preuves qu'il nous faut. Et vous savez quoi? Je ne veux pas en savoir plus. En ce moment même, le bourreau est en train de la suspendre comme une carcasse de bestiaux. Il l'attache par les pouces, les bras tordus en arrière, des poids de 5 kilos à chaque pied. N'importe qui hurlerait de douleur. Et elle n'a même pas mal. Vous devriez avoir honte, Judy. Vous et toute votre famille. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Le procès intenté contre Anna Göldi présente de nombreuses aberrations. Tout d'abord, il n'existe plus en 1782 de loi permettant d'exécuter quelqu'un pour sorcellerie. D'autre part, la famille Tchoudi est majoritaire dans le conseil évangélique qui est censé juger Anna Göldi. Il est cependant normal à l'époque d'extorquer aux accusés des aveux sous la torture. Les dépositions successives d'Anna Göldi au cours du long processus de la question sont parvenues jusqu'à nous et dressent le portrait d'une justice cruelle et biaisée. D'une séance à l'autre, à mesure que la douleur augmente, Anna Göldi avoue tout ce qu'on lui demande d'avouer. Ses relations avec des esprits malins, la préparation du Leckerli empoisonné, l'aide du diable pour guérir l'enfant. Le verdict est rendu le 6 juin 1782. Anna Göldi sera exécutée 8 jours plus tard par décapitation. Ses restes seront enterrés au pied de l'échafaud. Mon cher Steiner, tu as bien fait de quitter Clarisse. Je te souhaite le meilleur pour ta nouvelle vie à Zurich. Moi, j'aurais dû repartir depuis longtemps, mais vois-tu, je voulais assister à la fin de cette histoire. Je le sais, tu méprises mon désir de voir, tu me trouves obscène, et tu as sans doute raison. Ici, l'atmosphère est de plus en plus étouffante. Comme on pouvait s'y attendre, les Glaronnais ont exécuté aujourd'hui la sorcière Anna Göldi. La pauvre femme ne tenait plus debout. Je l'ai vue soulever le bas de sa jupe au moment de monter sur l'échafaud. Ses pieds étaient marqués de plaies noires. Tous ses membres disloqués, brisés. Mon Dieu, que lui ont-ils fait? J'ai ressenti une tristesse immense en la voyant ainsi, Steiner. C'était l'image de la souffrance. Toute l'aura diabolique que les gens, que nous tous, avions construite autour d'elle, cette aura s'était envolée. Elle avait l'air fragile, humble et si terriblement humaine. La montagne enferme l'esprit des hommes, Steiner. Je n'ai jamais vu une foule plus avide, plus répugnante. Même les vieux et les vieilles hurlaient d'excitation. On se pressait dans la boue, ça sentait l'urine, le sang. Je me suis senti mal. Et puis soudain, mon regard a croisé le sien. Et j'ai vu Steiner. Je l'ai vu. Tu vas me trouver fou, mais j'ai reconnu le visage d'Anna Göldi. C'était le même. C'était celui de mon tableau. Cette vision n'a duré qu'un instant. Le bourreau a tendu son épée et sa tête a roulé d'un coup d'un seul au sol comme une pomme. Ses beaux cheveux noirs éparpillés. Quoi? Qu'est-ce que c'est?
te jure, Steiner, que je n'ai pas rêvé. C'était elle, c'était Anna, que j'avais peinte en secret, sans jamais l'avoir vue. Elle avait le même port, la même fierté, la même lueur brûlant au fond des yeux. Oh Anna, je suis coupable moi aussi, comme cette foule d'assassins. Adieu Steiner, je rentre chez moi. Je te laisse le tableau à l'atelier. Tu en feras ce que tu veux si tu reviens à Glaris. Moi, je n'en veux pas. Qui est là? Anna? Anna? C'est toi? Par le ciel, ne sois pas fâchée. Anna, je te demande pardon. Anna Göldi, une sorcière au temps des Lumières de Camille Azaïs, avec Anna Göldi, Annelies Heimburger, Johann Walser, Vladislav Galar, Jakob Steiner, Julian Egerix, Johann Tschudi, Grégoire Mont-Saint-Jean, Elsbeth Tschudi, Virginie Colmin, Anna Migueli, Rita Merle, un gardien, Philippe Bautier. Bruitage Sophie Byzance, prise de son, montage et mixage Bernard Laniel et Antoine Vieussat, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez France Inter, Autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Anna Göldi et la chasse aux sorcières avec mon invité Michel Porret. Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que voia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Meu amor me deixou. Meu amor me deixou. Chorando deixou. Sou por causa da tragarina. Meu amor me deixou. Sou por causa da tragarina. Meu amor me deixou. Era tua bebê, menina mais linda daquela banda. Me deixaste aqui, chorando sozinha na nossa cama. Amendo com sole, ai ué. Amendo com sole, pra me doer. Sou a dama da zona rabuda que manda não se quebrar. A crioula que cuia te ama, te beija, faz viajar.
Cuzzola, Pongo sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Anne-Laure Cochet. Michel Porret, triste histoire, n'est-ce pas, que celle d'Anna Göldi, exécutée le 13 juin 1782 à Glaris en Suisse. En quoi cette affaire est-elle exemplaire ou singulière des autres affaires de procès en sorcellerie ? Elle est très étrange, évidemment, si on la remet dans la longue durée des procès en sorcellerie. C'est quelque chose qui n'existe à peu près plus depuis la fin du XVIIe siècle. Oui, on est à la fin du XVIIIe siècle, c'est au siècle des Lumières, oui, et on nage en plein irrationnel. On est un siècle après, en fait, la grande ordonnance royale de 1682, qui a mis officiellement fin à la chasse aux sorcières en France, mais qui a remplacé, et c'est pour ça que ce cas est intéressant, parce que l'ordonnance de 1682 éteint le contentieux de la sorcellerie pour allumer très violemment le contentieux de l'empoisonnement. Donc il y a dans cette affaire, évidemment il y a l'affaire de la vengeance de la famille, d'un clan sur une femme qui sociologiquement est un peu représentative de nombreuses femmes qu'on retrouve dans les procès. Elle est étrangère, elle est pauvre, elle est en dehors du marché sexuel, donc c'est une espèce d'électron libre comme ça. Ouais. Elle est célibataire, elle est belle, elle a eu la confiance des enfants. Mais il y a quelque chose de très intéressant à l'intérieur, c'est évidemment cette incrimination qui sera d'ailleurs l'incrimination officielle qu'on pourra rendre publique parce qu'elle est plus acceptable, celle de sorcellerie. C'est-à-dire qu'elle a empoisonné des innocents. Il ne faut même pas dire des enfants, il faudrait dire qu'elle a empoisonné des innocents. Et dans la culture juridique du XVIIe, du XVIIIe siècle, on ne s'en souvient peut-être pas, mais l'empoisonnement est le crime qui est le plus qualifié parmi tous les crimes qui existent. Parce que c'est l'abus de confiance, n'est-ce pas ? Il faut être près de la personne pour l'empoisonner. C'est faire ingurgiter à la personne, surtout si c'est un enfant, le mal, et le mal dans les deux sens, à la fois le mal physique et le mal moral. Et puis surtout, c'est rendre tout à fait imparable toute tentative de prévention. Donc vraiment, le crime d'empoisonnement qui est le motif utilisé pour se venger de cette femme, parce qu'on sait très bien que ça n'aurait pas tenu la sorcellerie, est bien très représentatif. Outre le fait que cette dramatique joue d'une façon extrêmement intelligente sur le tableau de Fuseli, le cauchemar, en fait. Oui, évidemment, le Walser est un peintre imaginaire, mais il y a eu un véritable peintre qui s'appelait Fuseli, un peintre suisse qui est parti vivre en Angleterre et qui a peint énormément de tableaux qui montrent l'aspect irrationnel, comme ça. Ce qui est typique dans la procédure encore, évidemment, c'est ce qui est au cœur de la procédure inquisitoire du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle, c'est la torture. Oui, on part d'une délation, on part d'une rumeur, et on se base sur, non pas des preuves factuelles, mais donc des aveux qui sont arrachés par la torture. On pense que la torture peut produire des aveux véridiques. Enfin, évidemment, tout cela nous semble totalement absurde. L'aveu doit être complet, ce qui justifie l'usage répété de la torture même. Alors ça, c'est un peu, évidemment, il faudrait voir exactement quelle est la procédure utilisée à Glaris à la fin du XVIIIe siècle. Donc on est dans le cadre de la procédure inquisitoire, qui a 3 caractéristiques, dont la torture, et qui est très ritualisée pour arriver à l'aveu. Et effectivement, on a des protocoles qui nous montrent l'utilisation extrêmement cadrée de la torture, mais lorsqu'on veut amener quelqu'un à un aveu, eh bien, on pousse la résistance du corps dans ses limites. C'est pas un processus limité à l'époque moderne. Je crois qu'il y a eu assez d'exemples dans l'histoire tragique depuis l'époque moderne où la torture a permis de briser des individus, des femmes et des hommes, pour leur faire amener des aveux. Mais là, je dirais, c'est un reliquat, alors que la torture est à peu près disparue des pratiques judiciaires en Europe à partir en gros des années 1750-1760. Donc il y a vraiment quelque chose dans cette affaire qui est atypique. Il y a un fait aussi qui aujourd'hui nous trouble. Les accusés n'ont pas droit à un avocat, à un défenseur. Alors ça, c'est pas très particulier à cette affaire de Glaris. La défense naît avec l'état de droit, avec la Révolution. Il y a des cas un tout petit peu différents qui existent sous l'Ancien Régime, où il y a déjà des formes de défense qui peuvent un peu exister, mais ça reste, je dirais, quelque chose qui est très, très fragile dans la justice d'Ancien Régime, qui est une justice inquisitoire, et qui fait que l'individu est supposé, du moment où il est arrêté, mis au secret, ou que l'instruction se développe, eh bien, il est supposé être coupable. Ce qui ressort de ce qu'on a lu, de ce que ce très bon historien, dont j'ai oublié le nom maintenant, a mis en évidence dans cette affaire, c'est qu'il y a véritablement un clan familial qui essaye de liquider une femme. Pour des raisons de notoriété, évidemment, il y a
il y a l'arrière-plan de la séduction entre le père de famille et la servante. Je dirais c'est un lieu commun, de la servante séductrice. On pourrait faire, vous et moi, des dizaines d'émissions depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Terrible. Ça, mais ça joue très fortement, c'est-à-dire qu'il y a de la prédation sexuelle, évidemment, à l'intérieur de la maison du maître. Et à un certain moment, cette prédation sexuelle arrive à un tel point qu'elle menace tout l'équilibre. Donc, l'accusation de sorcellerie ou l'accusation d'avoir empoisonné ou d'avoir possédé cette innocente en lui faisant vomir, c'est même littéral, elle vomit le mal, d'une certaine manière. Oui, on est en pleine hystérie. On pourrait dire qu'avec Charcot, qu'elle a une réaction hystérique avant la date, mais je pense que c'est ça la clé. Maintenant, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, parce qu'il faudrait connaître très très bien tout le contexte et le rapport de force qu'il y avait à l'intérieur de cette petite ville de quelques milliers d'habitants à la fin du XVIIIe siècle, qui explique la vindicte. Il y a des femmes qui hurlent contre les femmes sorcières. Peut-être pas que des femmes quand même. Hein. Je ne veux pas dire qu'il y a des femmes, mais on en a fait très souvent une affaire de guerre entre hommes et femmes, alors que les archives montrent très très bien que 5 à 6 à 7 fois sur 10, ce sont des femmes en colère qui accusent d'autres femmes en colère. Oui, mais les juges sont souvent des hommes. Mais il n'y a pas de femmes juges sous l'Ancien Régime. Ça n'existe pas. Donc, toute la société de l'Ancien Régime est une société... Tout le monde est complice, les hommes et les femmes. Écoutez, il ne faut pas faire trop d'anachronisme non plus. C'est pas une complicité, c'est une peur sociale. La complicité, ce sont des criminels qui organisent des choses entre eux. Donc c'est pas un processus de complicité. C'est un processus d'une société, comme le disait Lucien Febvre, dont il faut comprendre, je dirais, les mécanismes profonds. Ce qui est dans l'affaire de cette malheureuse Anne Goulding, c'est qu'il y a véritablement, et en préparant un peu l'émission, j'ai regardé ce qu'on peut faire ressortir, il y a un règlement de compte. Il n'y a pas une ratonnade, il n'y a pas un lynchage, on garde la forme judiciaire pour protéger un clan. Je crois que c'est ce qu'il me semble être le plus probant. Et on voit bien que ça joue, ça prend, parce qu'il y a cette peur épouvantable d'empoisonner des innocents. Merci beaucoup Michel Porret. Non, c'est passionnant. La dramatique est passionnante. C'est une miniature. Mais écoutez, il y a aussi passionnant, c'est l'article que vous avez écrit pour la revue L'Histoire de février dernier, dont le dossier est consacré à la chasse aux sorcières, et également un livre passionnant, L'ombre du diable, Miché Chaudron, dernière sorcière exécutée à Genève, 1652, donc un livre de vous, Michel Porret, qui a été réédité aux éditions Georg. Et je signale aussi l'existence d'un musée consacré à Nagöldi, ouvert en 2017 en Suisse, à Enenda, dans le canton de Glaris, suite à sa réhabilitation en 2008. Et je tiens à remercier également la radio-télévision suisse. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous reviendrons en France au XXe siècle, exactement le 19 février 1919. Ce jour-là, devant son domicile parisien, Georges Clémenceau, le père La Victoire, est victime d'une tentative d'assassinat. Clémenceau, alias le Tigre, qui avait la dent dure et ne manquait pas d'humour caustique. 1919, l'assassinat raté de Georges Clémenceau, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais juste après le flash, vous avez bien sûr rendez-vous avec Édouard Baird, Lumière dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.